Gucci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va donc parler d'une marque de luxe, puisque je pense que si je vous parle de la marque Louis Vuitton, vous allez forcément connaître, mais est-ce que vous connaissez leur histoire et tout ce qui s'est passé dès le début? Je pense pas, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent que le créateur, le fondateur de Louis Vuitton a été une personne sans domicile fixe pendant 3 ans. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, comment il a réussi à bâtir donc l'empire de Louis Vuitton. Si vous aimez bien les vidéos sur les marques de luxe, n'oubliez pas que je vous ai déjà fait une vidéo sur Dolce Gabbana et également une vidéo sur Gucci. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important et on attaque donc cette JVDT. Louis Vuitton est donc né en 1821 dans un tout petit village appelé donc Anché en France. Anché, c'est vraiment une toute petite ville, mais quand je vous dis petite ville, c'est petite au point que quand on écrit le nom de la ville sur Google, ça nous met même pas le nombre d'habitants ni vous voyez la présentation de la ville de base. Absolument rien. Tout ce qu'on trouve, ce sont quelques photos, et même sur les photos, ce sont des photos qui font donc référence à Louis Vuitton. Mais franchement, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment littéralement au milieu de nulle part. Louis, il est né donc dans une famille très pauvre. Il a grandi en travaillant dans la ferme familiale, il n'y avait même pas d'eau ni d'électricité dans leur maison. Et de ce qu'on sait, Louis, il n'a pas vraiment été à l'école. L'école la plus proche, elle était à environ 7-8 km. Le père de Louis, Xavier, il était agriculteur. Et en ce qui concerne la mère de Louis, du coup, qui s'appelle Corinne, elle fabriquait donc des chapeaux. Au-delà, bien sûr, de travailler à la ferme, donc avec son mari et son fils. Louis, il était pas trop proche de son père, il était plus proche de sa mère, mais malheureusement, quand Louis avait seulement 10 ans, sa mère, elle va donc décéder. On ne sait pas les causes, mais ce qu'on sait par contre, c'est que son père s'est très rapidement remarié, et par contre, la nouvelle belle-mère de Louis, elle était très manipulatrice envers le père pour que le père apprécie moins son fils. Autant vous dire que ça se passait pas très bien. Et 3 ans plus tard, du coup, quand Louis avait seulement 13 ans, il va prendre une décision qui était de partir. Voilà, il a fait son petit sac et pendant la nuit, il est parti de chez lui et il n'est plus jamais revenu. Et vous vous demandez sûrement où Louis est parti. Il est parti en direction de Paris. D'après Google Maps, de sa ville en question jusqu'à Paris, on en a pour 4 jours de marche, donc 419 km. Mais Louis, à votre avis, combien de temps il va mettre pour arriver jusqu'à Paris, sachant qu'il est parti à pied? Ben Louis, il va mettre 3 ans. Je sais pas si c'est parce que à l'époque, il y avait peut-être plus de détours, il y avait moins de routes et du coup Paris était peut-être plus loin parce qu'il a quand même mis 3 ans et demi. Mais Louis, du coup, il va dormir dans la forêt les premiers jours, il va se nourrir de ce qu'il trouvait dans la forêt, il dormait littéralement à même le sol et en fait, en s'avançant sur le chemin, il va apercevoir des fermes et il va s'arrêter dans ces fermes en question pour proposer donc ses services contre soit de la nourriture, soit de l'argent ou soit un endroit pour rester dormir. On sait que c'est vraiment comme ça qu'il a survécu pendant ces 3 ans. Donc je me demande, est-ce que c'est pas volontairement que son trajet a duré autant de temps parce qu'il s'arrêtait à certaines fermes et peut-être qu'il restait bosser plusieurs jours au lieu de juste une nuit pour mettre de l'argent de côté, peut-être, parce que 3 ans ça me semble énorme. À travers ces petits boulots, du coup, Louis, il a pu par contre acquérir des compétences dans plusieurs domaines. On dirait qu'on est dans les Sims. Il a travaillé dans tout et n'importe quoi, donc il a pu développer des compétences dans le métal, la pierre, le tissu et le bois. Avance rapide, 3 ans après, quand Louis arrive enfin à Paris, donc il va très vite chercher du travail et il va trouver, puisqu'il va devenir donc apprenti dans l'atelier du monsieur Maréchal, qui était donc un emballeur maletier. À l'époque, les moyens de transport les plus utilisés sont donc les chevaux, les trains et les bateaux. Et Louis va devenir donc un de ces artisans. Il passait ses journées et ses nuits à travailler et à donc perfectionner son art. Et il va attirer l'attention de quelqu'un. Nous voilà donc en 1851. L'impératrice de France finit par devenir donc une cliente. Et elle va remarquer que Louis est très fort et elle va demander que ce soit uniquement lui qui s'occupe d'emballer ses faits personnels.
Elle était vraiment attachée à Louis, ils ont pu pas mal discuter et elle va même le qualifier d'un ami et elle lui a conseillé d'ouvrir sa propre enseigne. Louis, à partir de là, il va économiser chaque centime pour acheter le matériel nécessaire pour se lancer. Il va tout stocker dans sa chambre. C'est d'ailleurs au milieu d'une trentaine d'affaires qu'il va passer sa lune de miel avec sa femme. Et Émilie, elle était très enthousiasmée par l'ambition de son mari. Elle va le soutenir dans son entreprise jusqu'à son dernier souffle. Louis, à ce moment-là, il a donc 33 ans. Il a enfin réussi à mettre de côté, acheter tout ce dont il a besoin et il va donc lancer sa propre boutique, donc Louis Vuitton. Sa première boutique était donc au 40 rue Neuve des Capucines. Le local était très petit, vraiment. Et pendant les années où Louis a travaillé dans l'atelier précédent, il avait remarqué quel était le principal souci. C'est que les malles, à l'époque, elles étaient faites d'une façon arrondie pour que quand la pluie tombe dessus, la pluie s'écoule et ne rentre pas dans la malle. Sauf que le problème majeur, c'était que tout ça rendait très compliqué pour le transport puisqu'elles étaient arrondies, on ne pouvait pas les empiler, donc c'était très problématique, que ce soit dans les trains, dans les bateaux. Et c'est donc là que Louis a décidé de révolutionner l'industrie des malles. Louis, il a commencé à tester différents matériaux pour trouver lequel était le plus adapté pour ce qu'il avait en tête. Et il va donc découvrir que la toile était la meilleure option puisque c'était donc plus léger, plus durable et plus résistant à l'eau, ce qui permettrait Louis donc de changer la forme des malles et plus avoir ce bord arrondi mais carré puisque la pluie resterait juste au-dessus et ne rentrerait pas dans la malle. Et en plus de ça, on pourrait les stocker beaucoup plus facilement. Comme je vous ai dit, Louis, il avait donc ouvert sa boutique sous les conseils donc de Eugène. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé quand l'épouse de Napoléon III, du coup, est rentrée dans la boutique de Louis Vuitton et est donc ressortie avec ses produits qu'elle avait commandés. À partir de là, Louis Vuitton est donc devenu le nom sur toutes les lèvres. Il va carrément créer un catalogue, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, afin que les clients puissent consulter les produits et les faire fabriquer avant de les envoyer directement chez eux pour qu'ils aient pas besoin de se déplacer. Puisqu'à l'époque, on est vraiment sur un système où il fait la commande à la demande. C'est pas en mode, il y en a plein qui sont exposés. Non, c'est vraiment sur commande. Et Louis Vuitton va vraiment s'adapter à ce que le client demande. Il y avait toutes sortes de malles. Si tu avais de l'argent à mettre, Louis Vuitton te créait n'importe quel type de malle que tu voulais. À l'époque, par exemple, les femmes portaient plusieurs jupons sous leur robe. Ça allait de 6 à 7 jupons, vous voyez. Et du coup, Louis Vuitton a vu que c'était ce qui était à la mode et il va donc créer une malle qui était beaucoup plus grande avec une technique de pliage spéciale qui faisait donc que la robe et les jupons ne pouvaient pas être froissés même après plusieurs heures de voyage. Et à ce moment-là, Louis Vuitton c'est quand même déjà quelqu'un, il fait un peu partie de la haute société. Il va être carrément convié par l'impératrice à un événement qui a fait plusieurs fois par an. Mais avec le succès, vous savez ce qui arrive, le plagiat, la contrefaçon. Et c'est pendant justement cet événement dans un palais que Louis Vuitton va remarquer les premières contrefaçons. Pour le coup, je sais pas si on peut parler de contrefaçon. En fait, c'est juste que il va avoir d'autres malles qui ont la même forme que la sienne, vous voyez. Jusqu'à là, il était le seul à avoir fait les malles carrées, toutes les autres malles étaient arrondies et quand il a été invité au palais, il a vu plein de valises qui étaient carrées et qui n'étaient pas des valises Louis Vuitton. Dès son retour à Paris, il va aller dans tous les magasins qui font des malles, enfin dans tous les ateliers pour trouver qui était la personne qui l'avait plagié. Et en fait, il va se rendre compte qu'il n'y en avait pas un, mais il est tombé juste en faisant un tour sur 5 ateliers différents qui faisaient désormais la même forme de malle que Louis Vuitton. Avec un d'entre eux, il va carrément se battre. Pour vous dire, il va finir au poste de police et le lendemain, il va donc être relâché et à ce moment-là, il a donc compris que il aurait peut-être dû poser un brevet parce que tout le monde l'a recopié. D'ailleurs, ça va être un peu à la fin de vie de Louis Vuitton qui va commencer à réfléchir à en imprimer pour qu'on puisse pas vraiment le recopier, enfin que sa marque soit vraiment différenciée parce que pour l'instant, les malles de Louis Vuitton ressemblent à ça, vous voyez, c'est juste des rayures, il n'y a pas les petits dessins emblématiques qu'on voit depuis des années et des années. En 1859, Louis
lui, il fait assez de bénéfices pour enfin pouvoir prendre une équipe. Il va donc ouvrir un nouveau atelier donc à l'extérieur de Paris où il va prendre 20 employés. Et heureusement qu'il a fait parce qu'à ce moment-là, de plus en plus de personnes voyageaient. Avant, c'était vraiment que les gens très riches qui pouvaient prendre le train ou le bateau. Mais voyager n'était plus en passe-temps seulement pour les riches. Même les personnes normales pouvaient le faire désormais. Et du coup, Louis Vuitton avait quand même de plus en plus de demandes pour ses malles. Tout se passait hyper bien pour Louis Vuitton, rien à dire. Mais malheureusement, l'histoire rentre en jeu. Nous voilà en 1870 et le Second Empire est donc renversé. Louis, il a donc dû fuir sa maison et vivre dans un abri avec des milliers d'autres personnes. Et quand il a pu enfin retourner donc à son atelier, il va découvrir que son atelier et sa boutique avaient été totalement détruit. Son atelier avait été incendié et sa boutique avait été totalement détruite. Les vitres avaient été cassées, on lui avait volé tout son matériel. Il restait absolument rien. Tout ce qu'il a bâti pendant tout ce temps était perdu, mais son nom, Louis Vuitton, n'a pas été oublié. Avec autant de personnes parties de Paris à cause de la guerre, il y avait beaucoup plus de locaux qui étaient dispo et c'est donc là qu'il a pris un nouveau local qui était littéralement au centre de Paris, très bien placé dans la zone très riche de Paris, contrairement où il était avant. Et l'emplacement était parfait parce qu'il était entre la gare et entre le Grand Hôtel. À ce moment-là, la mode est en train de changer, on ne porte plus ces grandes robes avec des jupons mais des vêtements un peu plus légers et bien sûr, Louis Vuitton y voit absolument tout ce qui se passe et il s'adapte. Il va donc lancer une nouvelle malle qui est donc la malle wardrobe, une sorte de penderie portatif avec des cintres. Vous avez juste à ouvrir la malle quand vous arrivez dans un hôtel, même pas besoin de déplier les vêtements ou les sortir et bien sûr ça va cartonner. Louis Vuitton est donc de retour. Mais il faut croire que dans la vie de Louis Vuitton, dès que tout va bien, une tragédie arrive et à ce moment-là, ça concerne donc sa fille. Sa fille va malheureusement décéder de la scarlatine qui est donc une maladie infectieuse due à une bactérie. Elle se manifeste par une forte fièvre, une angine et tu peux l'attraper généralement en hiver quand tu as entre 5 à 10 ans, à l'âge de 6 ans. Sa fille va décéder et sa femme, malheureusement inconsolable, va donc mourir de chagrin peu de temps après. Louis Vuitton, il décide de prendre un peu de temps et il se retire donc de sa boutique. Il laisse la vente à d'autres personnes et il va un peu s'enfermer dans son atelier à la recherche de nouvelles idées. En même temps, il apprend donc à son fils à comment gérer le magasin, à comment gérer l'entreprise, tout ce qu'il doit savoir. Ensemble, ils vont commencer donc à développer une nouvelle toile en damier, mais aussi une nouvelle idée de serrure. Mais voilà qu'à l'âge de 70 ans, Louis Vuitton est donc décédé et c'est donc son fils Georges qui prend les rênes. Georges, lui, il a cherché à développer la marque à une échelle mondiale. Il va commencer par ouvrir donc un magasin à Londres puisque pour l'instant, Louis Vuitton, c'était que à Paris. Il y en avait un seul. Et c'est à ce moment-là qu'il va donc appliquer les idées de son père en ce qui concerne freiner tout ce qui est imitation. La première chose à laquelle Louis Vuitton avait réfléchi avant de décéder concernait la nouvelle toile, donc le nouveau imprimé qu'il voulait mettre en place pour vraiment les différencier comme je vous ai dit. Et je vous parle donc de ces deux petits dessins que je saurais pas décrire ce que c'est, un trèfle, une étoile, on ne sait pas, mais ça a toujours été le mystère. Qu'est-ce que c'est ce dessin? L'hypothèse la plus probable qui est relayée depuis des années d'après les héritiers de la famille Vuitton, c'est donc que les petits dessins, c'est tout simplement les carreaux de faïence de la cuisine. Et donc Georges a voulu mettre un plus pour personnaliser le LV de Louis Vuitton en hommage à son père. En ce qui concerne les carreaux de faïence de la cuisine, Louis Vuitton n'a jamais confirmé ça parce que je pense que ça fait pas très luxe de dire ouais le dessin que vous avez sur votre sac c'est des carreaux de faïence de la cuisine. Moi personnellement si c'est vraiment ça, ça me dérangerait pas. Je trouve juste que c'est hyper significatif en tout cas et je vois pas le problème. Moi personnellement, après qui suis-je? Je m'y connais pas en luxe. Mais Louis Vuitton a eu une deuxième idée avant de décéder. Ça concernait donc les nouvelles serrures. Il y avait beaucoup de soucis de vol quand les malles étaient stockées dans des bateaux ou dans des trains et c'est donc là qu'il va mettre en place ce type donc de fermeture. Ça c'est la version récente bien sûr, mais à l'époque c'était vraiment avec une clé pour pouvoir verrouiller et ces trois choses du coup ça va être ça qui va différencier Louis Vuitton de toutes les autres marques. En 1900 l'entreprise avait déjà plus de 100 employés et elle a continué d'accroître d'année en année et vous vous rappelez je vous ai dit qu'il faisait donc les commandes sous demande mais de temps en temps
il y avait des gens qui demandaient des choses différentes. Bien sûr, des gens très très riches qui vont commencer à demander des modifications assez importantes, comme par exemple la comédienne Audrey Hepburn. Elle a demandé à ce qu'on réduise une des malles et qu'on la transforme en petit sac à main. Et c'est donc comme ça que le Speedy, un des sacs les plus vendus chez Louis Vuitton, a donc été créé. Une autre icône de la mode, Coco Chanel, elle a commandé un petit sac donc en forme de dôme. Ils vont le faire et bien sûr plus tard ce sac va donc être commercialisé, qui est donc le sac Alma. Et c'est donc comme ça que Georges va comprendre que le succès de Louis Vuitton n'est pas les malles en question, mais surtout leur nom. L'entreprise va continuer à très bien marcher pendant 10, 20 ans et malheureusement en 1936, Georges Vuitton est donc décédé et donc transmise à son fils qui est donc Gaston Vuitton. On est donc sur une troisième génération, mais c'est vrai que Gaston, il a vraiment repris l'entreprise à un moment assez compliqué en France puisque la Deuxième Guerre mondiale va donc arriver. Quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, parce que bien sûr c'est arrivé quelques années après, mais quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, Gaston va prendre la décision donc de s'allier avec les nazis. On va apprendre plus tard que c'est pas le seul créateur à l'avoir fait pour sauver son entreprise en quelque sorte. Et ça, c'est les années dont la marque a un peu honte. On va apprendre ces informations à travers un livre. Donc, c'est un livre de Stéphanie Bonvinci qui s'appelle donc Louis Vuitton, une saga française. Et pendant ses recherches pour le livre, elle a décidé d'aller donc chez Louis Vuitton et demander de voir les archives de cette période. Et les représentants de l'entreprise, du coup, vont lui dire que malheureusement tous les documents entre 1930 et 1945 ont été brûlés dans un incendie. Quelle coïncidence! Mais Stéphanie va bien faire son travail et bien sûr elle va trouver des documents où on peut apprendre donc que Gaston avait collaboré donc avec les nazis. Pour garder son magasin ouvert, il y a très peu de détails, mais on sait que lui en tout cas, il n'a pas du tout été impacté contrairement à beaucoup d'autres. Et comme je vous ai dit, il n'a pas été le seul puisque Coco Chanel a également fait la même chose. Lorsque Gaston est décédé, c'est pas son enfant qui va reprendre l'entreprise parce que bien sûr Gaston il a eu une fille et celui qui va reprendre donc la société, ben ça peut pas être sa fille bizarrement, on sait pas pourquoi, mais c'est son mari qui va reprendre la société, c'est donc Henri. Et contrairement aux autres, Henri avait déjà pas mal d'expérience puisqu'il avait déjà eu plusieurs business, donc est-ce que c'est pour ça qu'il a repris ou est-ce que c'est tout simplement parce que l'autre c'était une femme et que les femmes ne pouvaient pas gérer une société? Henri il a commencé à apporter quelques changements à la marque pour la faire passer d'une simple entreprise familiale à vraiment une immense société. Avant c'était vraiment quelque chose de petit à la demande et là il voulait vraiment qu'il y ait des produits dans plusieurs magasins à disposition, tout un autre concept, ce que franchement je trouve n'est pas une mauvaise idée tant que la qualité reste. Et lui aussi, il avait l'œil pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, où il fallait investir, dans quel pays, et il va commencer à ouvrir dans plusieurs autres pays. Et le premier va être le Japon. Pourquoi le Japon? Parce que à Paris, il y avait beaucoup de Japonais qui visitaient donc la capitale, et en voyant que la plupart des touristes c'était des Japonais, il va donc envoyer un ami à lui qui travaillait avec lui, qui est donc André Sacco, direction de Tokyo, et c'est donc là-bas qu'ils vont ouvrir un nouveau magasin et bien sûr ça va cartonner. Grâce au Japon, la production va exploser. En 6 ans, pour que vous ayez une idée, les ventes sont passées de 20 millions de dollars à 260 millions de dollars. En 1987, Louis Vuitton avait dépassé donc 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. À ce moment-là, Henri, il se dit, ok, les malles, on les a faites. On s'est attaqué au sac à main. Il faut voir plus loin, il est plein d'ambition, il veut développer encore plus Louis Vuitton et il va donc prendre la décision de créer un groupe de prestige international et il va donc s'associer avec le géant français du champagne et du cognac et c'est donc là qu'on va avoir la naissance de LVMH en 1987. Sur le papier, la théorie c'était que si les deux groupes s'unissaient ensemble, ben ils avaient plus de ressources et ils pourraient donc se développer encore plus dans le luxe. Malheureusement, ça va être très rapidement que les deux familles vont donc se disputer le leadership. Chacun voulait avoir plus de décisions que d'autres, ils pouvaient pas être tous les deux au même niveau bien sûr. Henri va donc aller chercher un allié pour être de son côté et en 1989, il va faire appel à un jeune financier qui venait de sortir Dior, qui était en train de couler petit à petit, Bernard Arnault.
Sauf que ce qu'il savait pas, Henri, c'est que pendant ce temps, Bernard Arnault, il a mené en secret un jeu d'alliance financière et a obtenu le soutien des familles Moët et NC pour acquérir plus de pouvoir donc dans le groupe LVMH. Et avec toutes les magouilles, il a réussi à donc devenir l'actionnaire principal et prendre le contrôle donc de LVMH. Henri, bien sûr, il a rien vu venir, tout ça a été en justice, mais les tribunaux se sont finalement rangés du côté de Bernard Arnault. S'est révélé être tout différent de ce que je croyais qu'il était. J'ai été peut-être mal conseillé. Henri, il était tellement en colère d'avoir été poignardé dans le dos qu'il va décider de vendre ce qui lui restait de Louis Vuitton et donc de lâcher l'affaire et passer à autre chose. Donc oui, comme vous pouvez voir, c'est celui qui s'y connaissait le plus en gestion d'entreprise en quelque sorte, qui a tout détruit et qui a tout perdu. Après, le pauvre, franchement, pour le coup, c'est pas sa faute. Par contre, après tout ce drame qui, bien sûr, tout le monde était au courant de ce qui s'était passé, que Bernard Arnault avait donc volé Louis Vuitton en quelque sorte au Vuitton. Mais les ventes de Louis Vuitton ont littéralement chuté. La marque a presque été en faillite. Mais Bernard a tenté un dernier coup pour redresser la société. Et bien sûr, il a réussi. C'est donc en 1996 que Bernard Arnault a décidé de faire le grand coup pour les 100 ans donc de Louis Vuitton. Je sais plus si c'était les 100 ans de Louis Vuitton ou c'était les 100 ans depuis que Louis Vuitton avait le nouveau logo, vous voyez. Et en fait, quelque chose de très drôle, c'est que moi j'ai fait mes recherches vraiment à travers des sites internet, des reportages, mais aussi sur le site Louis Vuitton, il y a leur histoire. Et quand on regarde leur histoire, ils parlent donc de Louis Vuitton qui est parti de sa maison quand il avait 13 ans, qui est arrivé à Paris quand il avait 16 ans, comment il a tout construit. Georges qui reprend le relais, qui du coup lance les nouveaux logos, qui lance les nouvelles serrures. Et soudainement, ils parlent donc de l'anniversaire de 100 ans. En aucun cas, ils ont mentionné donc Gaston qui s'est allié avec des... Ensuite, il ne parle pas du fait que Gaston est décédé et c'est Henri qui a repris. Il n'y a aucune trace de Henri, alors que c'est littéralement Henri qui a fait que le truc est devenu genre gigantesque. Puis Bernard Arnault qui a escroqué Henri et qui lui a carrément pris Louis Vuitton. Non, il passe direct aux 100 ans de Louis Vuitton, tout va bien, ha, on cache toute la poussière, toute la merde. Voilà, ça m'a fait rire, mais fermons la parenthèse. Louis Vuitton, du coup, ou plutôt Bernard, a donc décidé de confier à 6 designers de mode la création de produits uniques. Les œuvres ont été ensuite exposées dans les plus grandes capitales du monde et cette collaboration a été bien sûr avec des grands noms tels que par exemple Vivienne Westwood, Helmut Lang et Isaac Mizrahi. Ils ont tous créé leurs propres produits, que ce soit sacs ou dérivés de produits qui n'ont rien à voir avec ce que Louis Vuitton font de base. Et bien sûr ça a marché, tout le monde voulait voir ces produits uniques en question. Louis Vuitton, ils ont donc fait les malles, les sacs à main et ils ont donc voulu continuer et ils ont donc pensé aux vêtements. Et c'est donc là que Marc Jacobs va rejoindre Louis Vuitton en tant que directeur créatif. Il a conçu donc la première ligne de prêt-à-porter chez Louis Vuitton et il va continuer sur la lancée aux montres, bijoux et lunettes de soleil. Mais par la suite, il va donc quitter Louis Vuitton pour lancer sa propre marque puisque oui, Marc Jacobs. Et moi franchement, je n'aurais jamais pensé que Marc Jacobs avait bossé chez Louis Vuitton. Et les collaborations avec d'autres marques, il va y en avoir d'autres. Je vais vous en préciser une qui m'a bien fait rire, puisque vous devez le savoir ou pas, Louis Vuitton, ils ont fait une collab avec Suprême, une collaboration qui a très bien marché. Mais il faut savoir que de base, Louis Vuitton qui ont des avocats avec des yeux partout, ou dès qu'ils voient quelqu'un qui les recopie, qui essaie de faire quelque chose de similaire, ils sont à l'affût. Ben, c'est ce qu'ils ont fait avec Suprême. Suprême avait recopié leurs motifs et les avocats de Louis Vuitton avaient porté plainte contre Suprême. Mais ils se sont dit après, Suprême, ça pourrait faire une collab assez sympa. Et ils ont donc annulé le procès et ils ont collaboré ensemble. Et franchement, ils ont bien fait parce que cette collab a très bien marché. Les prix, c'était vraiment quelque chose. Ils ont fait des malles, donc les malles Louis Vuitton Suprême. Ça se vendait, par exemple, j'en avais une à 130 000 $, une malle. Le sweat à capuche Louis Vuitton Suprême, il était à environ 5 000 $. Jamais je mettrais 5 000 € dans un vêtement. En sac encore, l'entretien, je le trouve facile. Moi, tout ce qui est vêtements, chaussures dans le luxe, jamais de la vie. Genre, moi, perso, je peux pas, après, c'est mon avis. Et vous vous rappelez d'ailleurs de l'atelier que je vous ai dit au tout début, qui a brûlé dans l'incendie, ensuite ils l'ont refait, et c'est donc là qu'ils ont construit la maison où la famille habitait. Mais cet atelier, il est encore fonctionnel plus de 160 ans après.
sa création. En regardant un reportage, j'ai été très surprise d'apprendre que en Vuitton, il travaillait encore. C'est un des seuls héritiers qui bosse encore. C'est donc Patrick Louis qui est donc l'arrière-petit-fils du fondateur. Et il travaille dans cet atelier. C'est vraiment l'atelier qui est destiné aux articles de collection et surtout aux mâles. On travaille toujours comme il y a un siècle ici? Oui, oui, alors pourquoi changer quelque chose qui est parfait et qui tient très bien? Merci. Et dans le reportage, il explique que la maison de Louis Vuitton, c'est désormais un musée qu'on peut visiter. Bref, revenons donc à Bernard Arnault. Je vais pas vraiment parler de lui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça mérite juste une JVDT, même si je trouve ça un peu risky. Mais on va pas se mentir que l'investissement de Bernard Arnault a été largement récompensé. Est-ce qu'on peut parler ça d'investissement ou de vol, arnaque? Actuellement, ils ont donc 460 boutiques dans le monde entier, donc dans 60 pays différents. Il est donc le PDG de LVMH. En 2023, il a été nommé sur la liste Forbes parmi les personnes les plus riches au monde et dans le classement, il est deuxième les gars. Genre je sais qu'il était cinquième les dernières années, mais là il est deuxième et en plus de ça, pendant les 5 premiers mois de 2023, il était premier, donc devant Elon Musk. Je vous mets la liste ici si ça vous intéresse. Et LVMH, c'est quand même quelque chose de très grand pour ceux qui savent pas. Je pense que la plupart le savent, puisque LVMH possède plus de 70 marques et beaucoup donc qui sont dans le luxe. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Céline. Et je vais m'arrêter là parce que si je commence à partir sur LVMH et Bernard Arnault, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je trouve ça ouf quand même de se dire que Louis Vuitton, cette marque si connue, part quand même de quelqu'un qui était sans abri, enfin qui était sans domicile fixe, qui a vécu de petits boulots dans des fermes jusqu'à déménager à Paris et réussir à se faire une place dans un milieu qu'il ne connaissait pas du tout de base. C'est une histoire très intéressante, je trouve, et très belle de persévérance et d'entrepreneuriat en ce qui concerne Louis Vuitton en tout cas. Une fois de plus, je trouve ça dommage que c'est pas resté dans la famille. Moi, à chaque fois, ça me révolte de voir quelqu'un qui a construit quelque chose pendant des années et quelqu'un qui n'a absolument rien fait vient et prend tout à la personne comme ça. Quelle autre marque de luxe ou de marque tout court vous aimeriez bien que j'explique son histoire? Dans la JVDT de Dolce Gabbana, il y avait un commentaire où il y avait pas mal de marques de luxe, sauf que je suis Scorpion et je suis incapable de choisir. Donc si jamais le commentaire qui aura le plus de pouces bleus, ben je le ferai. On se retrouve dans les commentaires pour votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez donc de l'histoire de Louis Vuitton? Est-ce que c'est une marque que vous aimez ou pas? Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.